Je tiens d'abord à vous remercier pour une réunion qui parle justement de notre commune et de nos travaux, de nos projets. Je ne m'attendais pas à ce qu'il n'y ait pas assez de chaises. J'ai connu un temps où ça intéressait beaucoup moins. Ça prouve du civisme et de l'intérêt que vous portez à votre commune, et on ne peut que s'en féliciter, nous élus. Je tiens donc à vous remercier chaleureusement pour votre présence ce matin. C'est toujours un honneur de vous retrouver pour échanger sur notre commune et surtout sur l'avenir que nous essayons de construire ensemble. Avec mes conseillers municipaux que je salue, qui sont nombreux, nous avons pris un engagement fort. Travailler sans relâche pour honorer les promesses que nous vous avons faites. Notre attachement à ce territoire est réel, il est profond. Il guide, je le crois, chacune de nos décisions. Et c'est avec cette passion et cette détermination que nous avons lancé en un temps record, et je reviendrai certainement tout à l'heure là-dessus, les projets que nous vous avions promis. C'est dans cet esprit que j'ai souhaité, avec l'ensemble du conseil municipal, vous proposer de vous présenter les projets que nous avons initiés, certains étant déjà terminés, d'autres sont en cours et d'autres débuteront dans les mois prochains ou les semaines prochaines. Mais avant cela, l'actualité climatique récente avec la tempête Kirk qui nous a plutôt épargnés, moins dans le nord du département et sur l'ensemble du territoire national, eh bien, ça m'amène à vous rappeler notre organisation pour assurer la sécurité à l'Aiguillon-la-Presqu'île. Nous avons mis en place, vous le savez, un plan communal de sauvegarde que j'active chaque fois qu'un risque important nous menace. Cet été, c'est un départ de feu dans la forêt du secteur de la plage des Amourettes qui nous a mis vraiment en alerte. Cet incendie a pu être rapidement maîtrisé grâce à l'action et grâce au courage de nos sapeurs-pompiers, de nos policiers et des élus qui m'accompagnaient. Je les en remercie tous vivement. D'ailleurs, lors des vœux à la population le 4 janvier prochain, j'aurai l'honneur de décorer certains d'entre eux de la médaille de la ville pour leur action qui a sans aucun doute, et je dis bien parce que j'y étais sans aucun doute, évité une catastrophe dans notre commune. Parce que ce feu, cet incendie, a révélé également la situation d'extrême fragilité de la zone du Havre, où plusieurs centaines de personnes campent chaque saison, alors que des décisions de justice prises ces dernières années ont conclu sur l'illégalité de ces campements. Si le feu s'était propagé dans ce secteur boisé, nous n'aurions pas pu déterminer le nombre de personnes évacuées, nous n'aurions pas pu déterminer le nombre de voitures avec évidemment des réservoirs à essence, ni leur localisation. On n'aurait pas pu savoir où étaient les points dangereux, comme les bouteilles de gaz qui sont utilisées, etc. Et puis, j'ajoute à cela que c'est arrivé un 15 août, à 16 h, le jour de l'année où, évidemment, il n'y a pas de monde sur notre commune. Et sur les plages, il y avait à peu près 5000 personnes qui cherchaient, en voyant la fumée, à rentrer pour aller récupérer leur voiture. Ceux qui voyaient dans le sud la fumée qui cherchaient à aller récupérer aussi leur voiture. Et en même temps, si ça avait été un peu plus... le vent avait été un tout petit peu plus fort, on avait des maisons à évacuer. Bref, j'ai écrit immédiatement au préfet de la Vendée pour lui rappeler dans quelle situation nous serions si demain un malheur arrivait dans ce secteur. Cela nous oblige à agir et à engager des procédures à l'encontre de toutes, je dis bien toutes, les installations illégales dans le Havre. Le feu de cet été nous a évidemment permis de mettre à jour notre plan communal de sauvegarde dans la partie incendie, afin de rendre encore plus efficace ce dernier pour l'avenir. Je rappelle que ce plan communal de sauvegarde s'appuie sur deux réseaux volontaires qui assurent un rôle important dans notre démarche de sécurité, tant pour informer
les habitants que pour porter les actions sur le terrain lors des événements particuliers. J'invite à présent, s'il vous plaît, les membres du réseau de voisinage présents dans la salle à bien vouloir me rejoindre et venir sur ma gauche. Sur la droite après. Merci messieurs, dames. Cette organisation de personnes solidaires a été mise en œuvre il y a bientôt 10 ans, Annette ? Oui, 10 ans. 10 ans, pour répondre à deux nécessités. La première, c'est de permettre de bénéficier d'un réseau sur l'ensemble de la commune qui assure un relais entre les élus et les habitants dans une démarche de vivre ensemble et de lien social. Cette approche permet à chaque habitant, aujourd'hui, et notamment ceux qui ont des accès limités aux outils numériques ou à la capacité à recevoir l'information rapidement, eh bien de rencontrer un voisin bienveillant qui peut les informer de la situation de la commune face aux risques. Cette démarche particulière a d'ailleurs été saluée à l'échelle nationale pour son rôle efficace dans le développement de la culture du risque. Et nous sommes fiers de cette reconnaissance qui valorise le travail qui a été accompli pour renforcer la sécurité de notre commune. La deuxième mission de ce réseau, c'est de nous fournir des informations essentielles sur les personnes les plus vulnérables de notre commune afin d'intervenir avec le plus de justesse lors d'un événement majeur, puisque les personnes qui le souhaitent sont répertoriées par la commune et font l'objet d'une attention particulière, notamment s'il y avait une évacuation qui était nécessaire et s'il y avait besoin d'intervenir. Pour cela, nous avons divisé la commune en 22 quartiers, que vous voyez ici. Chaque quartier a un élu de quartier, c'est-à-dire qu'il y a un élu de la municipalité qui a la responsabilité de ces quartiers. C'est sur cette organisation qu'intervient le réseau de voisinage. Le réseau est extrêmement bien organisé. Cependant, il manque toujours des volontaires, des bons voisins, pour tenir à jour la liste des personnes les plus fragiles de notre commune, les plus délicates ou en situation délicate. D'ailleurs, on dit, le terme c'est vulnérable, c'est le nom officiel national pour désigner les personnes ayant besoin d'une attention particulière, soit en cas d'évacuation, soit en période de canicule aussi. Et pour ceux qui seraient intéressés, vous trouverez à la sortie de la salle tout à l'heure Annette, Annie, je veux bien que tu t'avances d'un pas, et Roland, je veux bien aussi que vous avanciez tous les deux d'un pas, qui seront là pour vous renseigner et éventuellement prendre des inscriptions, que ce soit pour les volontaires qui veulent aider dans le réseau de voisinage, ou alors pour les personnes qui souhaitent s'inscrire dans le fichier des personnes vulnérables. Je vous remercie sincèrement, mesdames et messieurs. Vous, chacun des membres du réseau de voisinage dont l'engagement est constant et vous incarnez cette solidarité qui est enracinée dans notre territoire, votre dévouement, souvent discret mais efficace, est le meilleur rempart face aux épreuves et je sais pouvoir compter sur vous tous pour préserver la sécurité et la cohésion de notre commune. En complément de ce réseau de voisinage, nous avons aussi notre réserve communale de sécurité civile. Elle est composée aujourd'hui de 34 volontaires qui sont un soutien, eux aussi, essentiel en cas de crise ou lors d'événements importants organisés par la commune. Et j'invite à présent les membres de la réserve à me rejoindre, mais cette fois-ci du côté droit. Vous comprenez mieux pourquoi il y a des gilets oranges, ça fait moins réunion syndicale des dockers. Ça discute plus là. Hein.
Donc cette réserve a été relancée. Cette réserve, je disais, a été relancée dernièrement par, il y a un peu plus d'1 an, par mon adjoint à la sécurité, Patrick Collin. Et la réserve, je le disais, intervient en renfort lors d'événements importants ou dans des situations qui peuvent être graves. Il n'y a pas eu d'événements graves cette année, mais ils ont cette année participé par exemple au balisage du passage du Tour cycliste des Pays de la Loire, à l'accompagnement des activités lors du passage de la flamme olympique et à la sécurité justement de cette journée, et puis aussi, plus dernièrement, à la sécurité pour les feux d'artifice les 14 juillet et 15 août, puisque ce sont 2 journées. On récupère sur la commune entre 10 et 15 000 personnes en plus, donc il faut gérer tout ça. Et ils se réunissent plusieurs fois par an pour des formations ou des exercices pratiques. Et bien qu'ils soient bénévoles, tous sont volontaires, et les volontaires ont signé un engagement avec la mairie, garantie leur couverture, leur assurance, en cas d'intervention pour la commune ou sur ma demande. Ils peuvent être appelés à tout moment, et je tiens là aussi à les remercier pour leur dévouement. Et je vous demande, mesdames et messieurs, d'applaudir chaleureusement les membres du réseau de voisinage et les volontaires de la réserve de la communauté de Toulouse. Voilà, ils font partie de toutes ces œuvres et ces moyens d'intervention qui sont nécessaires à notre action, parce qu'évidemment, souvent quand il y a des annonces de possibles événements forts, le téléphone sonne et on nous demande ce qu'on va faire. Évidemment, les élus seuls, ils ne peuvent rien faire. Et dans cette commune, cette capacité à la résilience, cette capacité à se remettre debout et à regarder droit vers l'avenir, tout en étant raisonnable et en sachant cultiver la culture du risque et la mémoire, eh bien, c'est d'une importance capitale pour le bien vivre en sécurité chez nous. Et c'est grâce, tous les jours, à ces gens-là, à ces personnes-là, qui font un travail dans l'ombre, mais qui est extraordinaire et sur qui on peut compter systématiquement. Et c'est pour ça qu'il m'était apparu important que vous connaissiez leur visage et qu'on puisse les applaudir et les encourager. Et je vous encourage à les rejoindre. Je vais vous demander de reprendre vos places et je vous remercie infiniment. Nous allons maintenant vous présenter les projets en cours et à venir. Et l'actualité récente m'invite à faire un rappel sur les travaux de l'église Saint-Nicolas, notre église, parce que c'est la propriété de la commune, l'église. Eh bien, elle a récemment fait l'objet de travaux de rénovation, notamment de la toiture. Et comme souvent avec ce genre de chantier, une petite surprise nous attendait, puisque lors des travaux, nous avons découvert que la charpente du clocher, qui a été reconstruit en 1901, était en bien mauvais état. Et pour vous donner un tout petit peu d'histoire, il y avait le premier clocher de l'église était plus au centre, vers le centre de l'église. Et à l'époque, il avait dû déjà être déplacé parce qu'après que la seule cloche qu'il y avait à l'époque, il n'y avait qu'une seule cloche à l'époque. Et la cloche de l'époque, elle pesait très très lourd. Et avec le mouvement de balancier, elle avait réussi avec le temps à fissurer le clocher. Et la solution avait été de fondre cette cloche. Alors on avait déconstruit le clocher, on avait récupéré la cloche, on l'a fondue, on l'a emmenée à Fontenay. Et de cette grosse cloche, on a fait 4 petites cloches, qui avec le balancement ont moins, évidemment, de mouvement cinétique et d'inertie. Et on a donc fait ces 4 cloches, qui étaient un peu plus petites, et puis on a reconstruit le clocher à l'arrière de l'église, là où il se situe actuellement. Mais voilà, 123 ans plus tard, cette fois-ci, ce n'est pas le poids des cloches, mais le poids des ans qui a fait son œuvre. Et la charpente de ce clocher était si abîmée qu'il a dû être entièrement remplacé. Et c'est ce qu'on a fait. Donc vous avez pu le constater, on en a un petit peu parlé. Quant au coq, le coq qui vivait depuis là-haut, qui était redescendu, on l'a aussi, lui, fait bénéficier d'une petite cure de jouvence, grâce à nos services techniques, que je salue et que je remercie d'ailleurs. Il a retrouvé fièrement sa place et son rôle de girouette, parce que sachez que maintenant le coq tourne, puisqu'avant il ne tournait pas. Ça c'est nouveau. Donc il est prêt à affronter encore quelques décennies de vent, mais avec cette fois-ci un peu plus de panache. Et puis il y a une seconde phase de travaux. C'est Fabien qui est à la manœuvre, qui est au fond là-bas,
Cette seconde phase de travaux est prévue pour l'étude aussi et la rénovation des vitraux. Donc on aura d'ici peu une église complètement rénovée. Et puis après avoir refait le toit de l'église pour que Saint-Nicolas reste au sec, passons à l'ombrière photovoltaïque, parce que même si il faut qu'on s'occupe de nos voitures qui méritent un peu de protection divine aussi contre le soleil et la pluie, et bonus, elles vont nous aider à produire de l'électricité, ces ombrières. En effet, en partenariat avec la communauté de communes Sud-Vendée Littoral et la société Sud-Vendée Littoral Énergie, nous avons lancé la construction d'une ombrière photovoltaïque sur le parking juste à côté. Et vous avez pu voir le début des travaux de la salle des fêtes. Cette ombrière, en plus de nous offrir un parking ombragé, un atout bienvenu pour protéger nos véhicules du soleil ou de la pluie, eh bien, nous permettra de bénéficier d'une tarification avantageuse sur l'électricité. Le véritable atout en fait, de ce projet, puisque c'est le principe de l'autoconsommation collective, grâce à cette installation, l'énergie qui sera produite par les panneaux solaires pourra être directement consommée par tous les établissements publics dans un rayon de 2 km. En d'autres termes, nous allons produire notre propre électricité, on va la consommer sans passer par... on va la consommer nous-mêmes et réduire notre dépendance aux fournisseurs extérieurs, tout en faisant des économies. Les travaux qui ont débuté il y a quelques semaines devraient se poursuivre jusqu'en mars 2025. Vous verrez, parce que ça s'accompagne d'autres travaux. À terme, c'est une belle avancée pour notre commune, à la fois sur le plan écologique et sur le plan économique. Nous avions dit l'année passée, je ne sais pas si vous vous souvenez, on m'avait posé la question comment allez-vous faire pour diminuer la facture électrique, énergétique de la commune. Et bien voilà, on vous l'avait promis, on le fait. Pendant toute la durée des travaux, nous nous assurons aussi que le secteur du parking face à la pharmacie soit évidemment accessible. Parce que ça aussi, on nous l'avait demandé. Et en parallèle de la construction de l'ombrière, c'est l'ensemble, je dis bien l'ensemble du parking de la salle des fêtes qui sera rénové. Le coût de construction de l'ombrière est entièrement pris en charge par la société de projet public Sud-Vendée Littoral Énergie, ce qui prouve que les compétences qu'on n'a plus, qui de temps en temps en tant que maire, ça nous agace un peu d'avoir perdu des compétences puisqu'elles ont été redonnées à la communauté de communes, mais en échange, on voit bien qu'il y a des retours et cette construction quasi gratuite est un retour appréciable. Alors après avoir parlé du coup de frais sur nos parkings avec nos ombrières photovoltaïques, histoire d'avoir des voitures qui puissent profiter à la fois de l'ombre tout en produisant de l'électricité, passons à un autre projet aussi lumineux, c'est la rénovation de notre école. Alors, le projet est actuellement en phase de conception. Nous avons déjà réuni plusieurs fois les enseignants, les experts pour imaginer des espaces qui seront aussi pratiques que beaux, aussi fonctionnels qu'accueillants. À l'école maternelle, nous allons commencer par ouvrir en grand les fenêtres, au sens propre comme au sens figuré. Les ouvertures seront remplacées, les peintures rafraîchies et l'espace dédié aux enseignants sera modernisé. Nous ajouterons aussi un espace couvert dans la cour de récréation afin que les jeux se poursuivent même quand il pleut, parce que comme le disent les petits que j'avais vus, la pluie c'est nul pendant la récré, donc voilà, ça sera moins nul, il pleuvra mais ils seront plus mouillés. La cantine, important la cantine, quant à elle, elle va être isolée par l'extérieur, avec on va en faire un petit cocon pour garder la chaleur, mais pas les bruits, parce qu'on aura une isolation aussi phonique à l'intérieur. Les espaces de stockage et livraison seront également agrandis, de quoi faire entrer les repas en quantité, et toujours aussi avec qualité. Et puis les travaux les plus importants attendus par les élèves concernent l'école primaire, où tout un petit monde sera réorganisé, l'entrée, les sanitaires, la bibliothèque, la salle de motricité et les espaces enseignants seront entièrement réaménagés, de nouvelles fenêtres pour voir plus loin, des nouveaux sols pour marcher léger, puis des peintures fraîches pour éveiller les esprits avec des tas de déco. Le plus important pour les enfants, c'est la cour de récréation
Donc elle aussi, elle se refait une beauté, les zones de jeu resteront bien en place, mais des espaces seront désimperméabilisés, puisque vous vous rappelez, dans cette école, c'est très minéral, hein, beaucoup de bitume. Donc désimperméabilisés, un terme un peu technique pour dire que les arbres seront plantés et offriront bientôt de jolis coins d'ombre pour les chaudes journées. Sans oublier une nouvelle entrée, qui sera sous un préau, couvert, parce que arriver à l'école sous la pluie déjà mouillé, c'est pas terrible. Tu sais que tu n'es pas parti pour une bonne journée, donc autant que nos enfants soient au sec. Enfin, juste devant l'école et la crèche, c'est le boulevard du Communal qui sera lui aussi réaménagé. Nous y tracerons une piste cyclable à double sens. Et nous allons créer un vaste parvis piéton pour que les allées et venues de nos enfants se fassent en toute sécurité et pourquoi pas à vélo. Le coût global est estimé de ces travaux à 1 500 000 € hors taxe. C'est un investissement nécessaire pour l'avenir de nos petits écoliers et ça faisait bien longtemps qu'il fallait qu'on fasse ces travaux. Alors après, vouloir prendre soin de nos petits à l'école pour que les petits soient bien installés, passons maintenant aux grands, ceux qui empruntent le boulevard de la Forêt à La Faute-sur-Mer, parce que, je l'avoue, cela me le met entre les racines d'arbres, c'est sympa pour un parcours d'aventure, mais pour la route, on a vu mieux. Effectivement, le boulevard de la Forêt, cet axe qui longe la plage sud de la commune de la Faute déléguée, de la commune déléguée de La Faute-sur-Mer, a été très fortement endommagé par les racines des arbres, un phénomène qui est naturel, mais qui complique évidemment la circulation. Alors, dans sa partie Beluga, flot bleu, vous vous souvenez, nous avions expérimenté en 2020, je vois Marielle là-bas, qui était, c'est à l'origine, c'est toi qui as porté ce sujet à l'époque, nous avions créé un chaussée-doux. Un chaussée-doux, c'est une chaussée à circulation douce. Alors, tout le monde n'était pas d'accord au début, hein, ça houspillait un peu dans tous les sens, parce que, ah non, qu'est-ce que c'est que ce truc où on a une voie centrale avec deux petites voies de chaque côté. Et puis, avec le temps, cet aménagement s'est révélé parfaitement adapté à ce type de rue. Ce concept a, lui, cette fois-ci, été complètement adopté par tous, puisqu'il a permis de réduire significativement la vitesse des véhicules tout en améliorant la sécurité des cyclistes et des piétons. C'est un bel exemple d'une solution simple mais efficace qui s'était construite avec la population et du questionnement, de la participation citoyenne. Et voilà, donc dans le second secteur de ce boulevard, qui est situé cette fois-ci entre la plage des Chardons et la Barrique, la plage de la Barrique, nous souhaitons proposer un schéma d'aménagement qui concilie plusieurs besoins. D'abord, conserver les places de stationnement, évidemment, maintenir une vitesse de circulation réduite et surtout encourager des déplacements quotidiens à vélo entre les résidences et le centre-bourg. Parce qu'il est clair que pour les trajets du quotidien, je dis bien les trajets du quotidien, qu'il s'agisse de vélo ou de voiture, tout le monde préfère les routes les plus courtes et les plus roulantes, contrairement aux promenades qu'on peut faire quand on est en loisir, qui empruntent tranquillement les pistes naturelles que nous avons dans la forêt. Parce qu'on m'a posé la question, on a déjà une piste dans la forêt, mais pourquoi vous voulez en faire une boulevard de la forêt? Parce que quand vous vous déplacez, vous ne passez pas par les digues pour aller faire le pain, pour aller acheter le pain, mais vous passez par le centre à vélo. Voilà. Et donc, il faut qu'on aménage votre sécurité aussi sur les rues. Alors, pour mettre en œuvre ce projet, nous allons nous appuyer sur les observations du groupe mobilité. Là encore, une participation active citoyenne, puisque le groupe mobilité, ce sont des citoyens, des habitants, des riverains, des élus et des agents de la commune. C'est ça, un groupe mobilité, comme il y avait eu des participations sur d'autres groupes, sur d'autres sujets. On va s'appuyer sur leurs conclusions. On va suivre aussi les recommandations du CEREMA, c'est l'Institut de recherche de l'État, pour faire une vélorue, un aménagement par marquage au sol, où le contresens vélo est dessiné au sol et protégé. Et nous en profiterons pour rééquilibrer aussi la topographie pour l'adapter aux sorties de garage dans cette rue, parce que, pour ceux qui connaissent cette rue, à certains endroits, les maisons sont vraiment en contrebas. Donc il faudra qu'on aménage bien les entrées et les sorties de chacun des riverains. Le coût estimé de ce programme s'élève à 170 000 €. C'est un investissement pour une mobilité plus douce, plus sûre, comme je vous le disais, et plus en sécurité.
Une réunion de concertation publique sera organisée dans les semaines qui viennent et je vous reparlerai justement de toutes ces réunions publiques qui vont avoir lieu. J'ai tout un agenda à vous donner tout à l'heure. Alors après avoir parlé du domptage des travaux pour dompter nos racines, rebelles du boulevard de la Forêt, on va s'attaquer là maintenant à un nouveau défi, mais qui est de taille et qui me tient vraiment à cœur, parce que je vous ai entendu, pour ceux que ça concerne, c'est l'idée de la requalification paysagère des quartiers du lotissement de la baie. Parce que entre les gravillons qui volent et les mauvaises herbes qui se prennent pour des séquoias chez vous, il est temps de remettre un peu d'ordre dans tout ça. Depuis plusieurs années, la gestion des espaces gravillonnés a été assurée par nos services techniques, avec un nettoyage manuel, puisque la loi, maintenant, à présent, nous interdit d'utiliser les désherbants et les produits phytosanitaires. Ce nettoyage, bien qu'il soit effectif, croyez-le, s'est révélé coûteux. Coûteux en heures de travail pour le personnel, en prestations d'entreprise, parce que des fois, le personnel ne suffisait pas, il fallait chercher des effectifs en dehors de ceux municipaux. Et même coûteux en assurance, en raison du nombre de sinistres déclarés, le nombre important qui évolue après les projections de gravillons causées par les rotophiles. Et tout cela, malheureusement, pour un résultat souvent loin des attentes, très loin des attentes et décevant. Pire encore, cette situation a laissé aux habitants de ces quartiers l'impression d'être complètement oubliés par les actions municipales, et ça, c'est tout simplement inacceptable. Il est donc grand temps de redonner à ces quartiers un cadre de vie agréable, où la nature trouve sa place, évidemment, mais sans pour autant devenir envahissante. Pour cela, je souhaite lancer un véritable projet de requalification paysagère qui s'articulera autour de 3 grands axes. Tout d'abord, nous allons créer un cadre paysager avec davantage de végétation, mais sans alourdir les besoins d'entretien. Par exemple, en aménageant de vastes espaces enherbés, nous pourrons remplacer les interminables heures de coupe-fil par un simple passage par une tondeuse, un gain de temps, un gain d'énergie et un résultat bien plus plaisant pour tous. Ensuite, nous allons profiter des larges voies de circulation pour apaiser ces espaces. Nous allons créer des zones de circulation douce, appelées à adapter aussi pour tout le monde ces circulations, pour les piétons, pour les personnes à mobilité réduite et bien sûr pour les cyclistes. Et enfin, nous allons aménager des zones de stationnement perméables en harmonie avec les espaces enherbés pour assurer une transition esthétique et pratique. Alors, évidemment, une consultation pour une étude de faisabilité va être demain lancée. Ce projet fera l'objet d'une concertation avec les habitants afin de répondre au mieux à leurs besoins, à leurs contraintes, à leurs attentes. Nous prévoyons aussi des actions citoyennes pour accompagner la gestion des pieds de mur, notamment par des solutions de fleurissement. Et ensemble, je l'espère, nous allons redonner vie à cet espace avec la nature cette fois-ci pour allier. Et puis une fois qu'on aura dompté les mauvaises herbes du lotissement de ces quartiers de la baie, on passera à un autre chantier, le gymnase. Parce qu'après avoir trimé dans les jardins, il est bien normal d'offrir un nouveau terrain de jeu à ceux qui transpirent, c'est-à-dire nos amis les sportifs. Je parlais à l'instant de la concertation avec les habitants. L'état de vétusté du gymnase est un constat que nous partageons tous depuis plusieurs années probablement, et il est maintenant indispensable de prévoir la reconstruction de cet équipement dans un avenir très proche et adapté évidemment aux finances communales. Pour cela, nous allons mener en 2025 l'étude préalable permettant aux usagers de s'exprimer sur leurs besoins, leurs attentes. On va se faire aider aussi des architectes afin de bénéficier d'une faisabilité technique et financière. Les esquisses pourront, je le souhaite et je l'espère, mais il faudra, vous être présentées à la même époque l'an prochain pour des travaux dans la foulée. Sans aucune transition, je reviens sur un projet qui vous a déjà été présenté dans un précédent magazine de la commune. C'est l'aménagement de la zone portuaire et des abords du plan d'eau.
Parce que pour garantir une parfaite cohérence avec les attentes des usagers, nous avons récemment organisé une réunion avec les professionnels de la mer, que je remercie vivement pour leur participation. On a discuté, des fois c'était des âpres discussions, hein, mais c'est important, c'est nécessaire. Cette réunion, elle a permis d'affiner les détails du projet et de rendre plus concret, plus opérationnel l'idée et les esquisses qu'on avait. Les esquisses que vous allez voir aujourd'hui sont désormais en phase de projet et de correction. Une consultation des entreprises sera lancée dans le mois prochain, ou dans les mois prochains. Et pour rappel, ce projet a pour ambition de créer une nouvelle centralité commerciale et une promenade autour d'un village de pêcheurs. Ce projet redonnera à notre commune une image dynamique, évidemment tournée vers la mer. La circulation des piétons, des vélos et des voitures sera organisée de manière à ce que chacun trouve sa place sans les conflits d'usage que nous connaissons aujourd'hui et sans les accidents que nous connaissons aujourd'hui. Certains d'entre vous ont été blessés parce que confrontation entre vélo-piéton, vélo-voiture et voiture-piéton. Au centre, c'est un vaste espace paysager qui viendra remplacer l'actuelle surface goudronnée. Cet espace d'animation composé d'une zone végétalisée et arborée sera équipé de mobilier urbain et accueillera divers événements organisés par les associations ou par la commune. Il offrira également une zone de repos avec des tables, avec des bancs, idéal pour les spectacles, les concerts et les marchés, qu'ils soient de jour ou nocturnes. En dehors des arrêts minutes qui sont prévus devant les commerces, les stationnements seront déplacés face à la coopérative maritime et l'accès à la zone professionnelle sera, lui, complètement sécurisé de telle façon à ce que les professionnels puissent travailler en sécurité. Le long du plan d'eau, on a donc 3 voies distinctes qui seront aménagées, une pour les piétons, une pour les vélos, ce qui fait qu'on arrête les conflits d'usage, et une pour les voitures. Ces voies seront séparées par des espaces verts ou des aménagements urbains, et la largeur de la route sera un peu réduite pour limiter la vitesse. J'enlève toute discussion fantasme et les fantasmes, il y aura un double sens. C'est mieux en le disant. Le planning est très serré. Les travaux doivent commencer dès la fin de la saison 2025, juste à la fin de la construction du nouveau petit pont, pour être opérationnel à la saison 2026. L'équipe municipale vous a fait des promesses et nous sommes arc-boutés sur les délais. C'est compliqué, c'est difficile, et peut-être que tout à l'heure, j'aurai à intervenir pour vous dire à quel point ça devient difficile ou ça pourrait devenir difficile. Mais cet aménagement doit s'accrocher au nouveau petit pont dont vous avez tous pu découvrir les travaux depuis quelques semaines. Alors, nous avons été nombreux à vouloir préserver notre ancien pont de 1909. On est tous d'accord. Il incarnait une part précieuse de notre patrimoine collectif. Hélas, toutes les études menées, je dis bien toutes les études menées, il n'y a pas eu qu'une étude. Il y a eu plusieurs études, par plusieurs bureaux d'études, ont révélé un état de vétusté avancé, ne nous laissant que 2 choix. Soit celui de fermer définitivement l'accès au pont, soit de procéder à sa déconstruction. Je le redis, je le dis souvent, aucun élu, aucune personne responsable ne saurait prendre le risque de maintenir un ouvrage qui n'est plus en mesure d'assurer la sécurité de ceux qui l'empruntent quand une expertise et des experts scientifiques vous disent qu'il ne faut pas continuer. J'ai entendu ou j'ai lu ici ou là, je dis cache les phrases, ils nous prennent pour des cons, ils se foutent de notre gueule parce que vu les engins qui sont sur le pont, ça pouvait tenir. Je rappelle à cela que tous les ponts qui se sont écroulés dernièrement en Europe et aux États-Unis, pour les autres on ne le sait pas, mais tous ces ponts ont vu un camion passer dessus dans la demi-heure avant l'écoulement. Je n'irai pas plus loin. Mais j'ai la conviction, vraiment la conviction, que le nouveau pont, tout comme son prédécesseur,
deviendra très vite un élément emblématique de notre paysage et qu'il participera à son tour à écrire les belles histoires et les souvenirs impérissables de nos enfants et de nos petits-enfants, comme nous l'avons fait, nous, ou nos parents, ou nos grands-parents, pour l'ancien pont de béton. Ce vaste chantier durera 9 mois. La première phase de déconstruction est en cours, vous l'avez vu, et avance selon le planning initial. Et je remercie Nicolas Boisseau pour tanner tout le monde, avec une fin prévue pour début novembre. Dans les prochains jours, une barge sera installée dans la rivière. Ce sera un peu spectaculaire. Elle servira à la déconstruction de la structure qui est sur le lit et la mise en place des nouveaux piliers sera faite à partir de là. La navigation entre l'amont et l'aval restera ouverte afin que les professionnels, nos professionnels, notamment nos pêcheurs de civelles, mais les autres aussi, puissent continuer leur activité. Le nouveau pont sera à la même hauteur que le pont routier, soit 70 cm plus haut que l'ancien pont, ce qui fait qu'au niveau de la poissonnerie, une fois terminé, il y aura une marche. Et pour la saison 2025, nous mettrons en place, enfin c'est ce que j'ai demandé, je ne sais pas si ce sera possible, mais a priori on me dit que oui, une solution provisoire qui permettra l'utilisation de la nouvelle passerelle dès sa livraison par l'entreprise de telle façon. Alors peut-être pas tout le monde, peut-être pas les vélos, mais à minima, les piétons pourront, je l'espère et je le souhaite, l'utiliser. Comme vous pouvez le constater, vos élus sont à la manœuvre depuis leur arrivée. Et croyez-moi, ils n'ont pas perdu une seule minute, même si certains disent qu'on court un peu après le temps. Mais on a eu des périodes un peu chahutées. Rassurez-vous, nous l'avons rattrapé ce temps pour engager un vaste programme d'amélioration de votre cadre de vie, de notre cadre de vie. Mais nos actions ne se limitent pas à la pose de pavés ou à la rénovation des façades, non. Nous sommes sur tous les fronts, sur le front de l'environnement, celui de la sécurité, celui de l'enfance, de la jeunesse, des services de proximité, de l'aide sociale, de la mobilité, de la culture, de l'urbanisme, de l'habitat, du sport, de la santé même si ce n'est pas de notre ressort, puisque je rappelle qu'on étoffe notre capacité de médecine sur le territoire et on va continuer à le faire. Bref, tout ce qui fait battre le cœur de notre belle commune. Vous retrouverez plus de détails sur toutes les évolutions dans le magazine que vous devriez avoir reçu dans votre boîte aux lettres. Et si par hasard ce n'est pas le cas, si ce magazine a préféré visiter d'autres boîtes aux lettres, sachez qu'il y en a juste au fond de la salle que vous pouvez récupérer. Voilà, je ne voulais pas que ce soit ce matin une grosse réunion sur l'ensemble des actions de la municipalité, parce que sachez que je vais vous donner d'autres rendez-vous pour parler du reste, de ce que je viens de dire là, la culture, les services, etc. On voulait vous parler des travaux, ceux qui peuvent à un moment donné gêner votre quotidien, mais il faut bien faire ces travaux. Et il me paraissait important de vous donner les dates, les montants des travaux, les moyens mis en œuvre. Ça ne veut pas dire que c'est une liste exhaustive, il y a d'autres projets qui sont en cours. Mais sachez que je suis comme tout le monde, j'écoute la radio, je regarde la télé, et j'ai entendu un Premier ministre qui nous disait qu'à leur plus grande surprise, ils avaient découvert un besoin de faire des économies de 40 milliards d'euros. Quand on dit ça, on se dit 40 milliards d'euros. Quand vous êtes à l'action publique, à la chose publique, je vous assure que vous savez ce que ça veut dire, 40 milliards d'euros. Et que ne pas se rendre compte dans l'année qu'on a 40 milliards d'euros en moins qui vont nous manquer, c'est ahurissant. Enfin, moi, j'admire le peuple français qui reste calme. Mais à ça s'ajoute une petite phrase qui est sortie hier dans les Échos de l'ancien ministre de l'économie qui a annoncé que bientôt la vérité se saurait. Qui annoncerait que des 40 milliards, il y a encore 60 milliards à découvrir. Ok. Ça veut dire quoi dans la vraie vie? Ça veut dire qu'on n'augmentera pas forcément directement vos impôts parce qu'il y a des élections qui arrivent dans pas longtemps. Par contre, on va aller chercher l'argent là où on peut le prendre facilement, sans que ça se voie trop, tout de suite pour vous.
c'est-à-dire sur les collectivités locales, sur les régions, sur les départements et sur les communes. Alors vous allez dire, oui, la région on s'en fiche, le département on s'en fiche, les communes. Oui, mais je reprends un exemple comme celui que vous connaissez, celui Le Pont, par exemple. Le Pont, quand vous êtes élu, je cherche Maurice Desieux, Maurice Milsan. Nous étions tous les deux, je ne sais pas si tu te souviens, quand on nous a annoncé, pour la faute et pour les Guillons qui n'étaient pas encore réunis, on nous a annoncé, on était assis l'un d'un côté de l'autre, hein, que le pont, on n'a plus les moyens et on ne pourra pas le réparer, mais on vous dit deux choses. Un, il va falloir que vous le déconstruisiez, et deux, vous allez reprendre la propriété du Pont Neuf. Tu te rappelles de ça? On est parti de là. On est parti de là en négociation, qui n'était pas une négociation, c'était une sorte d'ordre. C'est il faut le déconstruire. Au bout de 10 minutes, on a chopé 200 000 balles pour, soi-disant, avoir les moyens de déconstruire le pont. Heureusement qu'on ne nous les a pas donnés, parce que je peux vous assurer que ça coûte bien plus cher de déconstruire un pont. Et puis, à force de négociation, on est passé de 200 000 à 400 000 pour le département, par exemple, qui nous disait, voilà, nous, on veut bien donner 400 000, mais vous vous débrouillez pour le reste. On a été chercher auprès de l'actuel ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, 2 millions d'euros. Et c'est Bruno Retailleau qui a fléché ces 2 millions d'euros. Et je remercie Bruno Retailleau, mais je remercie aussi Christelle Morancé de bien avoir voulu poursuivre, parce qu'il n'est plus aujourd'hui en action à la région. Le successeur aurait pu dire, bah non, non, il y a une continuité républicaine et je la savoure pour vous. Et donc, force de négociation, en 3 ou 4 ans, on est passé de « vous déconstruisez » à « non, on va déconstruire peut-être, mais vous allez nous aider à financer, vous, département, vous, région, la solidarité régionale, la solidarité départementale, et nous, on veut bien participer pour le reste, ce qui restera. » Donc 2 millions, 2,4 millions, et le reste, c'était quand même lourd. Et puis, je suis retourné à négocier avec Alain Leboeuf. On est passé de 2,4 millions à 2,8 millions. Et le reste, à la charge de la commune. Ça a été difficile, ardu, ces négociations, avec des moments de tension extrêmes, des échanges de courriers violents, on va le dire. Tout ça, l'intelligence a fait qu'on atterrit plutôt bien et on s'entend bien, et entre gens intelligents, avec le temps aussi, ça s'arrange. Mais ça, c'est dans le monde de oui-oui. C'est dans le monde où on n'a pas 40 milliards d'euros qu'il faut chercher, voire 60 milliards d'euros en plus des 40 milliards. Parce que, parlons seulement des 40 milliards, parce que les 100 milliards, on ne sait pas. Mais parlons des 40 milliards, ça, on le sait. Il va falloir les trouver. Et maintenant. Ce qui veut dire que tous les projets que je viens de vous citer, il a fallu verrouiller chacun des dossiers de financement. Mais certains ne le sont pas encore, puisque une subvention, souvent, n'est verrouillée, contractualisée, comme on dit, qu'à partir du moment où on commence certains travaux. Ou juste avant, juste avant. Donc, le temps nécessaire à l'action publique, il doit comprendre aussi ses aléas. Mais avec ce qui vient d'être annoncé hier, et la réunion que certains qui m'accompagnaient, Maurice, tu y étais aussi, Nicolas y était, Jules Théo, tu étais avec moi, on a entendu un président de département annoncer à un maire qui devait recevoir 55 millions d'euros pour un gros équipement, mais qu'il n'en recevrait que 3,5. Je ne mens pas. On l'a entendu. Cash. Alors, l'année dernière, une question ciselée m'avait été posée. Je dis ciselée parce qu'elle était piquante. En me disant, mais pourquoi un tel résultat financier pour une commune? Une commune n'est pas là pour faire des résultats ou faire des grosses épargnes. Sous-entendant que moi, le chef d'entreprise, je confondais la gestion des entreprises avec la commune. Eh bien, vous avez la réponse. La réponse, c'est que quand on a une gestion prudente des finances d'une commune, ça permet de faire des réserves qui permettent de faire les travaux. Voilà. Alors,
Ça n'empêche qu'il faudra qu'on fasse quand même très attention parce que j'ai quand même entendu des choses graves qui font qu'à un moment donné, la région et les départements ou l'État ne pourra pas ou plus financer comme il finance et ça aura des impacts directs sur notre bien-vivre sur la commune. C'est pour ça qu'il faut continuer à faire attention et si vous me voyez ne pas faire certaines dépenses de temps en temps et que vous râlez pour certaines dépenses, vous avez raison de râler parce que c'est un service public en moins, mais on est obligé maintenant de faire des choix et de prioriser. Alors encore un grand merci pour vous et pour votre écoute et votre attention. J'ai 6 nouvelles rencontres à vous proposer qui sont déjà programmées. D'abord, le 4 janvier prochain, une réunion publique vous sera proposée pour que je puisse vous présenter mes meilleurs vœux, en espérant qu'ils seront exaucés cette année. Le 9 janvier, une réunion publique sera proposée pour discuter du fameux plan local d'urbanisme intercommunal. Alors, je sais, ça fait moins rêver que les autres réunions, mais croyez-moi, c'est tout aussi important parce qu'il s'agit de vos droits à construire, de votre patrimoine et de l'avenir du territoire. Donc moi, je serai vous, je viendrai faire un tour le 9 janvier. Et puis, 3 réunions de concertation, là, qui sont plus ciblées. Elles auront lieu entre le mois de décembre et le mois de février. L'une pour le boulevard de la Forêt, j'en ai parlé tout à l'heure, où j'invite évidemment les riverains, mais aussi tous ceux qui sont intéressés à venir à cette réunion pour savoir comment on va organiser la circulation de cette rue, de ce boulevard. Une autre pour la requalification paysagère des quartiers de la baie, et j'y tiens. Donc là, c'est une réunion où tous ceux qui sont aussi intéressés, les riverains, venez, parce que ça sera le moment de nous dire voilà comment on aimerait améliorer votre projet, voilà comment il faudrait envisager nos contraintes, nos besoins. Dernière des 3 réunions de concertation, c'est celle pour définir les futurs usages du gymnase. Donc j'invite les sportifs et les associations à venir, puisque le but c'est aussi de savoir quelle est la commande. On ne fait pas un gymnase pour se faire plaisir, je l'ai dit tout à l'heure, on le fera au regard aussi des capacités de dépenses communales. Donc pour le faire au mieux, de façon la plus adaptée et la plus fléchée possible, autant que ceux qui sont intéressés soient là. J'ai 2 autres réunions aussi, donc ça en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Une le mercredi 23 octobre à 13h30, plage des Amourettes pour un nettoyage des plages. Alors cette fois-ci, voilà, on va plutôt faire les Amourettes, la Pointe d'Arcet, parce que c'est là où on s'est rendu compte, où tu as été sur site pour voir que c'était là où c'était le plus pollué. Voilà. Donc c'est Amourette, Pointe d'Arcet. Donc tout sera préparé pour que vous puissiez passer une journée, enfin à 13h30, quelques heures de nettoyage. Et puis le 16 novembre, je vous rappelle les causeries, puisque la commission culture et patrimoine met en place des causeries. Et là, le sujet sera la Seconde Guerre mondiale et la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Enfin, et ce sera où ça ? Dans la salle du conseil municipal de la mairie de La Faute. Voilà. Merci Marie-Thérèse. Et maintenant, écoutez, je vous invite, soit pour ceux qui n'ont pas envie, à aller boire un verre, soit si vous avez des questions, je peux aussi y répondre, mais on n'en prendra pas, comme j'avais l'habitude de le faire, pendant 2 heures. Hein, on se donne un plus petit temps si vous avez des questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Il y a des questions. Ok. D'accord. Bon. Est-ce qu'on a des micros? Je vois. Alors, on va commencer. Une dame, là-bas. Attendez. Excusez-moi, ça n'a pas le rapport avec les travaux, mais ce matin, j'avais un sanglier dans mon jardin. Donc je voulais savoir qu'est-ce qui est prévu par rapport à la chasse au sanglier. Alors, est-ce qu'il y a des chasseurs dans la salle? Bon, je vois un chasseur dans la salle. En fait, je fais 2 minutes de réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce qu'on va peut-être les prendre au fur et à mesure. Allez-y, monsieur. Je souhaiterais que la commune rappelle aux propriétaires qui sont le long des venelles de ne pas dépasser sur les venelles. Il y a des venelles où on ne peut plus passer au vélo. Vous parlez de la végétation? Oui. Qui déborde. Vous prenez la venelle de bâbord, c'est un vrai désastre.
Cette année, j'ai entendu les gens rouspéter pour aller au marché, c'est un désastre. Et il n'y a pas que celle-là. Quand il fait du vélo, vous prenez les volets, il y en a beaucoup. Et ça, c'est aux propriétaires. Et c'est à la commune de le rappeler, parce que les propriétaires ne font rien. Est-ce qu'il y a d'autres? Merci monsieur pour votre question. Juste derrière toi. Oui, je voudrais savoir si un jour il y aura un projet de station essence pour les plaisanciers. Je sais qu'il y a des adaptations, enfin, il y a quelque chose pour les professionnels, mais pour les plaisanciers, voilà, je voulais vous poser la question. Merci monsieur. Juste à ta droite, gauche. Moi, ce serait au sujet du lotissement des Oyas qui va être mis en vente. Est-ce que c'est parti? Très bien. Et les venelles, pareil, autour, les haies sont plus que hautes. La venelle pour aller à l'école, de la rue Flandre Dunkerque à l'école, il y a des ronces. Voilà. Merci monsieur. Là. Là, bon, ok. Ce n'est pas une question, mais une suggestion. Pour toutes les végétalisations dont vous nous avez parlé, est-ce que vous pourriez penser à des arbres locaux, des pins maritimes, plutôt que des mûriers, vous voyez? Des arbres locaux, maritimes. Oui, merci madame. J'entends et j'aurai une réponse là-dessus. Bon, je vais répondre aux premières questions, peut-être. Pour les sangliers, madame, alors d'abord, sachez que je suis désolé que le sanglier soit arrivé dans votre propriété, dans vos jardins. Et si ça arrive, je recommande à tout le monde de ne pas essayer d'aller discuter avec le sanglier, si c'est un sanglier, et encore moins si c'est une femelle et qu'elle a des petits. Parce que c'est dangereux, effectivement. Les sangliers, alors un coup sur la commune déléguée de l'Aiguillon, un coup sur la commune déléguée de La Faute, mais en ce moment, depuis 3 ans, c'est beaucoup La Faute. Je fais organiser à ma demande, je demande au préfet de me permettre d'organiser des chasses administratives, des battues administratives. Vous savez que autant c'est facile quand ce sont dans les abords des communes où il y a des champs tout autour, autant à La Faute c'est moins facile parce qu'à portée de tir, on a forcément une maison. Et donc on a organisé l'année passée 2 battues. On a tué, et l'année d'avant, une battue. Je crois qu'on a tué 13 sangliers la première année, 7... combien 7 cette année. Et il faudra encore organiser des battues. Mais s'il y a des chasseurs, c'est sur mon autorisation qu'ils peuvent tirer. Pour autant, on le fait difficilement quand c'est en plein cœur de village. On ne pourra pas le faire. Et on ne le fera pas. Donc ce qu'il faut, c'est faire comme ce matin. Vous avez eu des adjoints qui sont venus, la police municipale n'était pas là, mais la gendarmerie a dû venir, j'espère. Ils ne sont pas venus, génial. Donc vous étiez que tout... les élus sont là pour faire les cow-boys, quoi. Mais, bon, ok. Merci à Nicolas et à toi. Il est reparti derrière le cimetière. Donc il est reparti derrière le cimetière, mais il va revenir. Donc je demanderai lundi... une nouvelle battue, une nouvelle chasse. Voilà. Mais l'année passée, c'était infernal. Vous avez parlé de végétation qui dépasse des venelles, mais qui dépasse partout dans la commune. C'est-à-dire que là, monsieur, vous avez été 2 à évoquer ce sujet-là, et je vous en remercie. On est sur le vivre ensemble, on est sur du civisme. C'est-à-dire que la mairie, sachez-le, pour ceux qui reçoivent la newsletter, en parle régulièrement. Je dois signer à peu près chaque semaine 5, 6 courriers à des propriétaires et ça m'embête de le faire. Parce qu'à chaque fois, ça fait un peu le donneur d'ordre. Ça fait le papa qui n'est pas content, qui dit à son... Voilà, ça serait bien que tu fasses ce que tu dois faire. Donc aidez-moi, évitez-moi de vous écrire parce que c'est pas agréable de vous dire vous êtes censé selon l'article machin et si vous le faites pas, on va le faire mais on vous le fera payer quoi. Mais voilà, c'est du vivre ensemble et vous avez raison d'en parler, c'est du civisme. C'est faire en sorte de répondre à ses obligations. C'est comme les pieds de mur. Je sais qu'il y a des personnes de plus en plus âgées dans notre commune, je le sais. J'ai travaillé toute ma vie avec les personnes âgées, ça a été
ce qui a fait mon quotidien. Eh bien, quand il y a des personnes qui ne peuvent plus, c'est la solidarité qui doit fonctionner. C'est un plus jeune dans la rue ou dans le quartier qui peut se proposer de venir faire un coup de nettoyage. C'est aussi de nous appeler, nous, en nous disant « Bon, monsieur machin ne peut plus rien faire, est-ce qu'on ne pourrait pas faire une opération citoyenne sur cette rue-là » etc. Si chacun ne voit que sa parcelle, en trouvant toutes les bonnes explications pour dire que c'est à l'autre de faire, je vous assure, ça ne marchera plus. Ce vers quoi on part, avec les annonces qu'on nous fait, du déficit qu'il va falloir enrayer, je ne dis pas rembourser, c'est enrayer. Il va durer. Cette situation va durer. Le pays français, le pays France, qui était riche, qui pouvait compter sur l'État-providence en disant « mais qu'est-ce que fait l'État ?» Mais l'État, c'est vous, c'est nous. Donc, on est une petite commune, on vit ensemble, eh ben, on va se retrousser les manches. On nous disait hier, et on nous le dit encore d'ailleurs, que la compétence de la santé, c'est l'État. Ben, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a fait une maison de santé nous-mêmes, on a été chercher les soignants nous-mêmes, on a été chercher les médecins nous-mêmes. Et faisons nous-mêmes ce que les autres ne peuvent plus faire pour nous. Mais faisons-le aussi de manière intelligente. On a une population, vous savez, il y a 10 ans, je disais, 65% de la population a plus de 60 ans dans notre commune. C'était il y a 10 ans. Vous avez dit, vous avez parlé d'une station essence. Alors, pour avoir un bateau, je vous assure que je fais partie des gens qui adoreraient qu'il y ait une station essence. D'abord pour des raisons de sécurité, des raisons de pollution. J'adorerais qu'il y ait une station essence à destination des particuliers, des plaisanciers, qui puissent être là. J'en ai parlé aux compagnies pétrolières. J'en ai parlé aussi aux entreprises de grande distribution qui pourraient, elles aussi, voir comment faire pour nous apporter une station essence. L'unanimité, c'est de dire que ce n'est pas rentable. Alors j'ai proposé autre chose, c'est d'avoir des journées citernes. C'est-à-dire un camion citerne qui vient sur des journées avec des prises à date, mais ça ne pourrait être que sur les saisons d'été et que 1, 2 ou 3 jours par été. Voilà la réponse. Aujourd'hui, nous ne sommes pas un port suffisamment rentable à l'œil des exploitants. Et d'ailleurs, à propos de rentabilité, parce que pour faire les choses, il faut qu'il y ait une rentabilité. À moins que ça s'appelle du service public et un choix arbitraire du service public. Mais là, c'est autre chose. Je suis en train de vous dire, on dépensera maintenant que ce qui est primordial, nécessaire, structurant pour la commune. En prévision, justement, des économies qu'il va falloir faire. En matière d'économie et de rentabilité, je lis, et vous allez dire, il y a un projet dont il ne parle pas, c'est le cinéma. Je rappelle que le cinéma, pour qu'il fonctionne, pour qu'il soit rentable, à l'équilibre zéro, il faut à peu près 30 000 entrées. La première année historique d'entrée sur l'Aiguillon-sur-Mer, c'était 12 750 entrées. Ça vous explique l'avenir du cinéma. Ça ne pourra pas être un cinéma. Par contre, et ça c'est dans les projets qui sont encore moi je vous ai parlé ce matin que des projets qui étaient ficelés. Ce sont encore des projets où il faudra qu'on travaille dans les commissions de développement du territoire, de notre urbanisme. Il est évident que la troisième phase de la construction du centre-ville de l'Aiguillon-sur-Mer, rappelez-vous, ça englobe le parvis de l'église, la place de la Poste et tout ce quartier qu'il va falloir redonner un petit peu de caractère. Et donc, ici, on pourrait très bien imaginer, parce qu'on a besoin de logements pour les jeunes, à l'étage des logements pour les jeunes et en dessous des commerces plus petits qui permettraient à des commerces un peu plus éphémères peut-être, en tous les cas, ou à des gens qui ont besoin de moins d'espace qu'un cinéma, de pouvoir avoir une action commerciale en réponse aux besoins de la population. Et puis, vous m'avez parlé des... Non, les OIA, c'était pour la même chose d'ailleurs. C'était aussi, vous m'avez... Excusez-moi, là j'ai perdu. Ah, le projet du lotissement. Alors là, on est au tout début. Mais pour l'acquisition, oui, vous pouvez déjà venir.
Et puis, il y avait une dernière question, ce n'est pas une question, c'était une remarque, c'était sur les arbres, le choix des arbres. Alors, je ne suis pas le plus affûté pour vous expliquer quelles sont les essences endémiques, mais la demande a toujours été celle-ci, c'est-à-dire ça a toujours été de voir ce qu'on pouvait mettre comme essence qui pouvait le plus s'adapter à nos régions, en sachant, et ça va vous paraître drôle parce que vous parlez du pin maritime. Sachez que le pin maritime, d'abord, il n'est pas de chez nous, il n'est pas endémique du tout, et en plus, il meurt. C'est-à-dire qu'avec le réchauffement de la planète, tous les scientifiques nous expliquent qu'il va falloir se tourner plutôt sur d'autres essences. Et on le voit, de plus en plus, la chenille processionnaire débarque et se plaît justement à manger nos arbres. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Bon, on fait une deuxième tournée de questions. Et puis après, on va boire parce qu'il fait soif. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Moi, je voudrais parler de deux établissements. Le pavillon des Dunes, est-ce qu'il est prévu de le remettre en état? Et puis également la Chocolate. Savoir s'il y a une évolution sur ces deux projets. Merci. Merci. Bonjour. Je voudrais savoir s'il y a un programme d'effacement de réseau. Je pense en particulier à l'extrémité du boulevard du Communal, où là, il y a véritablement une toile d'araignée de fil, et c'est quand même la deuxième entrée de l'Aiguillon pour aller à la mer. Donc ça me paraît relativement urgent. Est-ce qu'il y a un programme à court ou moyen terme sur ce sujet? Merci, monsieur. Au fond, on commence par le fond peut-être. Bonjour. Moi, je voulais savoir ce que vous faites des enfants pendant les travaux à l'école. Moi, je représente la chorale L'Océane. Et puis, vous savez qu'on a des problèmes de salle. Pour l'instant, on est dans la salle de la musique. Et donc, le problème global, c'est plus comment est-ce qu'on va s'organiser quand on ne pourra plus avoir cette salle à la fin de l'année, je pense, qui a été vendue. Et nous sommes assez nombreux. Au départ, on croyait qu'on allait... on avait quelques difficultés. Maintenant, on arrive à une trentaine de choristes. Et une chorale qui marche très bien. On s'est trouvé un chef de chœur. Et puis, on voudrait bien savoir, et puis surtout avoir une salle à notre disposition avec l'acoustique qui nous permette de chanter dans des conditions correctes. Merci, madame. Voilà. Merci à vous. On terminera peut-être par une dernière question, mais la dernière, je vois une dame qui lève la main. Ah, excusez-moi, vous n'avez pas vu. Lors d'une réunion, je vous avais posé la question, nous avons besoin des pompiers chez nous, et malheureusement, ils n'ont pas pu rentrer puisqu'il n'y a pas du tout de passage sur la route de la Tranche. Donc, vous m'aviez répondu que si vraiment il y avait le feu, il fallait que je prenne ma voiture et m'en aller. Donc, alors là, où habitez-vous, madame? Route de la Tranche, carrément au bout, au 309. Voilà, devant chez Claveau, la pépinière. On n'a pas du tout d'accès pour que les pompiers passent, mais c'est sur toute la route de la Tranche. Je ne suis pas la seule à... Attendez, madame, enfin, moi j'y répondrai tout à l'heure. Pas de problème, mais
Route de la Tronche, les camions passent, madame. Je vois pas. Ah, pour aller dans les bois? Ah, ok, d'accord. Mais c'est du domaine privé, ça? C'est l'ONF. Ah, derrière, tout derrière. Ah oui. Ah, oui. Ok, ça marche. Si j'avais promis pour la dame là-bas. Et puis après, on arrête. Monsieur le maire, j'aimerais savoir s'il y a des projets pour le logement des saisonniers, tout ce qui est commerce. Merci. Merci, madame. Alors, je vais commencer par madame à qui j'ai répondu débrouillez-vous si elle feu. Non, je ne l'ai pas dit comme ça, mais la façon dont vous le dites, ça voulait dire un peu ça. Je redis, c'est-à-dire que nous, on a une action sur notre territoire. On peut aider sur notre domanialité. On peut aider quand ce n'est pas notre domanialité, c'est-à-dire qu'un maire, ça sert à ça, une équipe municipale, ça sert à ça, c'est-à-dire de pouvoir arranger les choses, les rendre le plus acceptable possible. Ce que vous me parlez, c'est l'arrière, en fait, de la forêt, c'est du côté... Oui, d'accord, mais... Mais par contre, il y a un terrain qui est au 311 et qui appartient à la mairie et qui est complètement... Alors, si on a un terrain au 311 qui appartient à la mairie et qui permet de faire un accès pour 313 et qui permet de faire un accès pour les pompiers, on va le faire. D'abord, tu regardes Jean-François si c'est possible et on vous fera l'accès. Parce que je ne savais pas qu'on... Moi, je me rappelle que vous m'aviez dit qu'on ne pouvait pas rentrer. Je pensais donc à l'arrière et je pensais à l'ONF. C'est une domanialité ONF. Donc on ne peut rien décider sur cette domanialité, d'autant plus que la domanialité ONF va jusqu'au casino. C'est-à-dire que le casino, enfin le foncier ne nous appartient pas, appartient à l'ONF. Et là, on ne peut rien faire. Et donc, si on a un terrain juste à côté, ça pour le coup, je ne me rappelais pas qu'il y avait un terrain, eh ben on va faire un axe. La dernière fois, je vous l'avais signalé, ce terrain a été acheté. Si on l'a acheté il y a longtemps, on va regarder ça. À 50 ans, ah oui, bah c'est pour ça que je ne m'en souviens pas. Mais voilà, on fait ça. Je vous le promets, madame, et puis je m'engage devant tout le monde, si on a ce terrain, on va faire un accès. Non mais j'ai compris que c'était pour l'ensemble de la forêt, j'ai compris ça. On s'en occupe, madame, et je vous remercie de m'avoir rappelé ce fait. Madame, mais juste, mais tout le monde, et les gens ne vous entendent pas. Vous n'entendez pas la sirène. Alors là, par contre, pour la sirène, je ne pourrais pas faire grand-chose là pour le coup, parce que la sirène, ça dépend du vent. Ça dépend du vent. Mais généralement, vous savez, quand il y a des problèmes comme ça, vous êtes au courant. C'est-à-dire que je vous ai parlé de notre plan communal de sauvegarde. Voilà, il y a des SMS, coups de téléphone, etc. Pour le pavillon des dunes à la faute. En ce moment, les ingénieurs béton travaillent justement pour nous dire quelle est l'ampleur des travaux qu'il faut faire, hein, puisque je vous rappelle qu'il y a eu un craquement dans le sol de la partie la plus sud du pavillon des dunes. Et voilà, pour l'instant, 90% des études, le rendu des études nous dit qu'on est safe, enfin, comme on dit, en sécurité. Par contre, tout pendant qu'il reste 10%, je veux être certain qu'il n'y a pas une... Voilà. Quand est-ce qu'on aura le retour? Quand on a fini le scanner 3D de la sous-face de la dalle béton. Bon, alors c'est technique, mais enfin apparemment c'est bientôt, on aura la capacité soit de savoir qu'il faut faire des travaux, ce qui ne m'intéresserait absolument pas, parce que c'est une dépense supplémentaire qui n'est pas prévue, hein, pour être honnête. Et en plus les assurances, depuis le temps, je ne suis pas certain que... Voilà. Soit il n'y a pas de travaux, si ce n'est que de refaire le sol, et ça c'est facile. Donc je sais éminemment qu'on va pouvoir récupérer cette salle, je le sais, elle fait défaut, parce qu'aujourd'hui les deux communes déléguées se partagent cet endroit, c'est compliqué pour les associations, c'est compliqué parce qu'on entend la chorale qui dit bah oui, mais enfin, voilà. Donc on voit bien qu'on est sur du rustinage en ce moment, qui ne permet pas de répondre à tout. Dis-moi ce que tu ne m'as pas posé comme question avant-hier, que tu aurais pu me poser. En vain. Donc ça revient, ça concerne le casino indirectement. Bien sûr. L'esplanade, est-ce qu'il est prévu de
de la végétaliser un peu, parce qu'actuellement, on est inondé au niveau de l'entrée du casino à chaque fois qu'il y a l'orage. L'eau Ouais. le long des marches et rentre dans le casino presque régulièrement. Alors, je pense qu'il va falloir que tu vois avec Jean-François Etienne ce qu'on peut faire pour éviter que ça se passe comme ça, parce que c'est sûr que pour l'activité du casino, c'est pas bon. Je propose que Jean-François voit techniquement ce qu'on peut faire pour éviter que le casino soit rempli à chaque abado. Ok. Pour la chaînolette, donc le pavillon des dunes, rapidement. Pour la chaînolette, non, c'est pas vrai, pas rapidement. Faut attendre le retour des études. Pour la chaînonnette, je vous rappelle vraiment très très rapidement que nous on était prêts, voilà, et que l'État, dans sa position un peu compliquée, nous a dit, alors qu'il subventionnait, etc., nous dit oui, mais enfin en fait, ça va changer la destination de cet ouvrage qui aujourd'hui est fait pour des enfants. Vous allez le passer en développement d'activités pour recevoir des saisonniers qui sont des adultes. Ça change et donc le plan de prévention des risques dit de façon normative que ce n'est pas possible. Et d'un seul coup, vous vous retrouvez avec ce niveau d'incapacité de l'État à pouvoir faire un pas de côté et se rendre compte que si on peut recevoir des enfants, si je suis autorisé aujourd'hui à recevoir des enfants, pourquoi je ne suis pas autorisé à recevoir des adultes en matière de sécurité PPR? Autant j'ai un profond respect de l'État, autant de temps en temps, certains de ces services sont compliqués. Et comme toujours, il faut plutôt de la patience que de s'énerver. Et donc, on a joué avec leurs règles en disant très bien, s'il faut rester en saisonnier colonie de vacances, on va accueillir des grands-enfants. Et voilà. Donc, oui, là, on avance sur ce sujet-là. De telle façon, je réponds à deux questions en même temps parce que, madame, vous m'avez posé la question tout à l'heure pour les saisonniers. Voilà, je réponds. C'est combien de logements possibles ? 40 logements. Donc ça va venir permettre vraiment à tous les commerçants de la commune de pouvoir recevoir des gens de qualité. Vous allez pouvoir sélectionner des gens qui sont performants plutôt que sélectionner à partir de est-ce que ta grand-mère habite dans le coin, est-ce que tu peux être logé, etc. Des gens qui peuvent parler plusieurs langues, etc. Enfin voilà, ça peut EP le service. Je vous en prie, madame. C'est prévu quand, Jean-François ? Donc on refait l'électricité là en ce moment et on attend d'avoir le classement auberge jeunesse, puisqu'il faut qu'on soit auberge jeunesse, et dès qu'on l'a, on ouvre. Voilà. Donc là, de toute façon, je vais refaire peut-être que j'aurai plus à vous dire au vœu. Donc là, je réponds à deux questions. L'autre, l'effacement des réseaux. Monsieur, l'effacement des réseaux, vous avez dit, je crois que c'est urgent dans votre phrase. Et vous avez dit, voilà, c'est ce travail urgent, voilà. Tout est urgent. Je ne connais pas quelqu'un qui n'a pas une idée qui dit qu'il faudrait le faire maintenant. Je vous réponds à ça en vous disant que ça coûte une véritable fortune, l'effacement des réseaux. Et quand vous effacez le réseau, monsieur, vous n'êtes pas à l'abri que, parce que vous voulez tous être équipés par la fibre, vous venez d'effacer un réseau dans une rue, ça vous a coûté 100 000, 150 000 euros pour une rue. Et Vendée Numérique vous pose des poteaux de bois juste après que vous ayez effacé. Et c'est comme ça, ça fait partie des trucs débiles, où les gens ne se parlent pas de service à service, où l'État a plusieurs voix et n'a qu'une oreille. Et on en arrive à des situations où c'est une sorte de chantage au maire ou aux conseillers municipaux. C'est, monsieur le maire, on va faire simple, c'est où on vous met des poteaux de bois et l'ensemble de votre population a la fibre à l'Aiguillon-la-Presqu'île, ou alors c'est dans 3 ans. Et j'ai choisi tout de suite. Parce que j'étais pas sûr que dans 3 ans on soit prioritaire. Enfin, excusez-moi de vous répondre comme ça, je ne sais pas quand on le fera, mais en tous les cas, c'est sûr qu'on fera tout ce qui est le plus esthétique en premier, enfin ce qui nécessite l'esthétisme en premier, notamment pour une commune touristique, et vous avez raison de rappeler, c'est l'entrée de la ville. Elle était bien cette question.
Qu'est-ce qu'on va faire des enfants pendant les travaux de l'école? Alors, en dehors du samedi, du dimanche et du mercredi, où là, on va vous les laisser, comme d'hab, sachez qu'on a 2 écoles dans cette commune déléguée, dans cette commune nouvelle. On a l'école de la Faute et l'école de l'Aiguillon. Donc, il est probable qu'on se serve peut-être, je dis bien peut-être, des classes vides qui sont neuves de l'école de la Faute. Peut-être. Mais il est probable aussi, et ça, on en parlera avec Fabien, qu'on ait des baraquements ou des aménagements qui permettent de garder les enfants sur le site de l'école. Tu pourras arbitrer ça quand? C'est déjà fait. Donc tous les enfants continueront à aller au centre de loisirs. Voilà, question, réponse. Merci Fabien. Donc en fait, les parents n'auront pas à s'inquiéter. Et puis, alors j'avais répondu pour l'ONF, et puis la chorale. La chorale, effectivement, on l'a vendue il y a peu de temps pour un réménagement beaucoup plus important que j'évoquerai plus tard, la salle qui servait aussi pour la chorale. En attendant, on a trouvé une autre salle. Dans l'ancienne bibliothèque de la Faute, qui est du provisoire, et on pourra trouver des salles. Ça, c'est pas un problème de trouver des salles, mais enfin, pas un problème, on y arrivera. C'est l'acoustique après. Vous me demandez de l'acoustique. Je vais être très honnête avec tout ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire de l'argent qui diminue en dotation. Vous avez tous regardé votre feuille d'impôt et vous avez tous vu une augmentation. Et regardez bien l'augmentation. Parce que je ne voudrais pas qu'on dise « le maire, il a augmenté les impôts ». Parce que c'est faux. Regardez bien quelle est la base qui a augmenté. Regardez d'où vient votre augmentation. On fait partie justement des communes qui ont augmenté le moins. C'est dans mon ADN, ça, de ne pas toucher aux impôts. Parce que je considère que quand on touche à la capacité de consommation des Français, on flingue l'économie qu'on veut créer. Toutes les études ont montré dans toutes les économies du monde que quand vous augmentiez la pression fiscale, vous percevez la première année plus d'argent en tant qu'État, c'est génial. Mais il y a tellement moins de consommation que votre impôt indirect sur la TVA et le chiffre d'affaires de toutes les entreprises baisse, donc vous récoltez de moins en moins. Je suis contre cette idée. Je suis un socialiste, je pense, dans toutes les matières sociales, j'essaie d'en faire le plus, mais un vrai libéraliste, enfin un vrai libéral en matière fiscale. Je pense que c'est une erreur d'augmenter les impôts. Donc on fera au mieux pour vous trouver des salles. Pour l'acoustique, là, c'est vos voix qui devront... Et vous aurez... Bon, vous en reparlerez. Moi, ce que je vous propose, après, c'est vous avez plein d'élus qui sont ici, qui sont au courant de tout ce que je viens de vous dire, donc posez-leur leurs questions. Et on va passer, puis venez me voir si besoin, hein, je suis à disposition. Et on va passer un moment autour d'un verre, parce qu'on l'a bien mérité, on a beaucoup parlé. Passez une bonne journée.